C'est une histoire insensée, restée secrète pendant plus d'un demi-siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique et les États-Unis se défient. C'est la guerre froide. Les deux superpuissances possèdent la bombe atomique et se menacent de destruction totale. Des dizaines d'accidents nucléaires, appelés flèches brisées, ont été causés par le déploiement de cette arme redoutable. La raison d'État et la censure ont verrouillé ces dossiers ultra-sensibles. Mais des documents déclassifiés révèlent aujourd'hui l'existence de ces catastrophes qui ont conduit l'humanité au bord de l'apocalypse. Et les bombes perdues de la guerre froide explosent au grand jour. Le 6 août 1945, le bombardier Enola Gay largue la bombe atomique Little Boy au-dessus de Hiroshima. Le monde entre dans l'ère nucléaire. Le président Harry Truman vient de faire l'éclatante démonstration de la puissance de l'Amérique. Il a mis le Japon à genoux et lancé un avertissement à Staline dont les visées expansionnistes l'inquiètent. L'URSS compte encore 5 millions d'hommes et des milliers de chars. Depuis la fin de la guerre, l'armée rouge n'a que partiellement démobilisé. Pour lui tenir tête, Truman compte sur l'effroi que la bombe nucléaire inspire et dont il détient le monopole. Il multiplie les essais et mobilise ses ingénieurs pour faire de ces engins, encore à l'état de prototype, des armes de combat produites en série. Mais le premier essai nucléaire soviétique prend l'Amérique par surprise. C'est le début d'une course folle à la puissance de feu nucléaire. La première bombe à hydrogène américaine explose aux îles Marshall dans le Pacifique. Son pouvoir de destruction équivaut à 100 fois celle de Hiroshima. 9 mois plus tard, les Soviétiques font détonner la leur. Et c'est la surenchère. La bombe américaine Castle Bravo est 150 fois plus destructrice que celle de Hiroshima. Khrouchtchev réplique avec un monstre, la Tsar Bomba, 3 fois plus puissante. La terrifiante escalade atteint son paroxysme. La destruction mutuelle assurée était une doctrine appliquée par les États-Unis et l'Union soviétique pour maintenir la paix. Tant que chacun d'eux était vulnérable à une attaque de l'autre, ils étaient assurés de se détruire mutuellement. Ils n'avaient donc aucun intérêt à déclencher la première frappe. Mais cette stratégie va mettre les équipages des bombardiers américains sous une pression impitoyable. Pendant la guerre froide, nous avons demandé aux militaires américains de faire l'impossible. Être prêts à larguer une bombe nucléaire à tout moment sans qu'il n'y ait jamais d'accident. C'est impossible. Nous n'aurions jamais dû leur demander ça. La leçon à tirer de tout cela est qu'une alerte nucléaire est par nature dangereuse. C'est très risqué. Depuis la fin de la guerre, 28 accidents nucléaires, heureusement sans contamination, se sont déjà produits. À Mars Bluff, en Caroline du Sud, à Goldsboro, en Caroline du Nord, à Yuba, en Californie.
En 1966, le risque atteint un sommet. L'état-major exige que les bombardiers américains soient placés en alerte permanente en vol. Nous avons commencé à faire voler des B-52 armés de bombes nucléaires. Nous avons fait cela parce que le commandement aérien stratégique pensait qu'en cas d'attaque soviétique sur les États-Unis, les bombardiers au sol risquaient d'être détruits. Et pour assurer la dissuasion, il voulait avoir des bombes en l'air à tout moment. C'est ainsi que le 17 janvier 1966, sur une base de Caroline du Nord, 4 armes nucléaires sont embarquées dans la soute d'un bombardier prêt à décoller pour une mission de 24 heures. Les commandants Wendorf et Messinger savent qu'ils peuvent recevoir à tout moment l'ordre de larguer leurs redoutables munitions. Ces pilotes en pleine démonstration de force sont les héros de l'Amérique. L'avion va traverser l'Atlantique, survoler la Méditerranée, remonter jusqu'à la frontière du bloc communiste pour se mettre en position de riposte nucléaire. Au retour, il doit se ravitailler en vol au-dessus de l'Espagne. À 10 000 mètres d'altitude, la manœuvre d'approche avec l'avion-citerne est délicate. La moindre erreur peut être fatale. La perche télescopique se déploie pour le transfert de 50 000 litres de kérosène hautement inflammable. Mais des turbulences compliquent la manœuvre. L'avion-citerne explose, carbonisant ses 4 occupants. Le bombardier, lui, est gravement touché. Il tombe en vrille. Quatre membres d'équipage parviennent à s'éjecter. Les bombes nucléaires s'expulsent toutes seules de la soute. Et l'avion s'écrase près de Palomares, un village de la côte andalouse. Le reporter Rafael Martinez d'Urban est parmi les premiers sur le lieu du crash où 3 corps sont trouvés. Il y avait déjà là des gens du village, et ma première impression, je ne sais pas ce qui m'a troublé le plus, la vue ou l'odeur. C'était un mélange de carburant, de caoutchouc, de fumée et de chair brûlée. Le train d'atterrissage est tombé à quelques mètres d'une école publique où une vingtaine d'enfants étaient en cours. Par miracle, ils n'ont rien eu. 4 membres de l'équipage du B-52 ont survécu et ont été secourus par la population. C'est le premier accident nucléaire sur le sol européen. Quelques heures plus tard, l'arrivée des démineurs de l'US Air Force crée l'événement. À Palomares, on n'a jamais vu d'hélicoptère. Ils partent aussitôt à la recherche des 4 bombes et s'étonnent de ne pas les trouver dans l'épave du B-52. Ils se renseignent auprès des habitants et parviennent à localiser 3 d'entre elles, tombées de part et d'autre du village. Ces photographies déclassifiées montrent que la première a atterri dans le lit d'une rivière asséchée, apparemment intacte grâce à son parachute. Ce n'est pas le cas des 2 autres. Pour ces 2 bombes, le parachute ne s'est pas ouvert. Donc,
Lorsque les bombes ont heurté le sol, les 150 kilos d'explosifs très puissants que chacune contenait ont détonné, disséminant la matière radioactive aux alentours. Ces documents exceptionnels montrent les démineurs récupérant les fragments des projectiles. Il n'y a pas eu d'explosion nucléaire, mais les bombes ont libéré une grande quantité de plutonium et la contamination est énorme. Quant à la quatrième, elle est introuvable. Son absence déclenche aussitôt le niveau d'alerte supérieur. Pour l'US Air Force, il ne faut surtout pas baisser la garde et permettre à l'ennemi soviétique de tirer avantage de l'accident. L'état-major décide donc de maintenir les vols de dissuasion. 24 heures après l'accident, les bombardiers ont repris le survol de l'Espagne avec des armes nucléaires. Un membre du gouvernement de Franco s'est écrié « Mais c'est de la folie pure ! On ne sait pas encore ce qui s'est passé et il y a de nouveau des armes nucléaires au-dessus de nos têtes. » L'Espagne a donc demandé officiellement l'annulation de ces vols. Consterné par cette décision, le président Johnson pèse de tout son poids pour raisonner Franco. Un accord de 1953 lie les deux pays. Moyennant $1,5 milliard de dollars, l'armée américaine a obtenu l'autorisation d'installer 5 bases militaires en Espagne. À mi-chemin de l'Union soviétique, elles sont stratégiques pour la dissuasion nucléaire. 12 000 GIs en état d'alerte permanente y sont stationnés. Et c'est de 2 de ces bases que 300 soldats sont mobilisés pour gagner Palomares. Dans l'après-midi, des autobus sont arrivés avec plein de soldats. On a compris que c'était des Américains parce qu'ils étaient tous noirs. On n'avait jamais vu une personne de couleur différente de la nôtre. Les hommes se déploient aussitôt à la recherche de la bombe perdue. Ils risquent à tout moment de tomber sur des débris radioactifs, mais ils ne portent aucune protection. Pourtant, un peu partout, les compteurs Geiger s'affolent. La contamination dispersée par les bombes forme 2 longues traces orientées dans la même direction. Elle couvre une surface équivalente à 200 terrains de football. C'est l'effet d'un fort vent du sud-ouest dominant dans cette région qui a soufflé les particules de poussière radioactive. Or, la zone est habitée et cultivée. Il faut prendre des mesures d'urgence. Et en premier lieu, fixer cette poussière pour qu'elle ne se propage pas. La population, elle, ne sait rien encore de la gravité de l'accident. Après, ils sont venus avec un appareil pour la radioactivité. J'avais une petite fenêtre derrière. Alors, ils ont posé leur machin dessus et c'était plein de radioactivité. On nous a jamais parlé de bombes, juste qu'il ne fallait rien toucher, surtout pas sortir. Mais tout le monde était déjà dehors pour savoir ce qui se passait. Je ne savais pas ce qu'était une bombe nucléaire. Je ne savais pas. À l'époque, nous ne savions pas grand-chose sur le nucléaire. Après 5 jours de quadrillage systématique de la zone, les militaires se rendent à l'évidence. La 4e bombe ne peut être tombée qu'en mer. La 6e flotte américaine, stationnée en Méditerranée, est mobilisée pour la localiser et la récupérer au plus vite. Il ne faudrait pas qu'elle tombe entre des mains étrangères.
Stupéfaits, les habitants de Palomares découvrent alors toute la puissance de l'oncle Sam et ils s'en souviennent. La quantité d'outils qu'ils ont apportés, la débauche de moyens, le matériel des Américains. Si vous n'avez pas vu ça, c'est impossible à imaginer. C'était incroyable. En quelques jours, un camp militaire est monté sur la plage de Palomares. Des commandos de plongeurs vont quadriller la zone littorale. Les sous-marins américains les plus perfectionnés sont mobilisés pour mener les recherches au large. Mais toutes ces manœuvres finissent par attirer l'attention de la presse. Une des premières décisions prises par les Américains et les Espagnols a été de ne pas fermer la zone et de ne pas l'évacuer. C'est ce qui a permis aux journalistes de se rendre sur place et de parler aux gens. À Palomares, les reporters mènent l'enquête. Ils interrogent la population, recueillent des témoignages et ne tardent pas à découvrir ce que les militaires auraient préféré cacher. Aux États-Unis, le New York Times est le premier à publier l'information. Franco est furieux de ne pouvoir contrôler cette presse étrangère à l'imagination parfois délirante. A dozen ships from the American Sixth Fleet are now helping the Air Force in the search, codenamed Operation Broken Arrow. Cruisers and destroyers with sonar equipment have been trying to locate the lost bomb and also screening the approaches against enemy spies. Spanish civil guards and secret police cordoned the area around the American camp and Palomares. But Colonel Skip Young, the information officer, wouldn't even admit there was an H-bomb missing. No comment was as talkative as he would get. Les Soviétiques se sont servis de l'accident de Palomares pour critiquer les États-Unis, les Espagnols et le régime franquiste. Et la propagande se déchaîne. À l'image de cet officier américain arrogant et désinvolte, semant la mort derrière lui. Pendant la guerre froide, tous les coups sont permis. Les Soviétiques incitent alors les communistes d'Europe de l'Ouest à protester contre les dangers de l'impérialisme. Et de plus en plus de citoyens inquiets se joignent à eux. Palomares a été un cauchemar à gérer pour l'Air Force. Ils ont dû avouer ce qui s'était passé et essayer de régler le problème le plus rapidement possible. Les opérations de décontamination débutent. La poussière radioactive a recouvert les plantations. Il faut les éliminer. Mais à Palomares, on vit surtout de la tomate. Et du jour au lendemain, les paysans sont privés de leur gagne-pain. Leurs cultures sont devenues des déchets nucléaires. Pour s'en débarrasser, les militaires vont utiliser une méthode expéditive, mais inappropriée. Vous ne pouvez pas brûler quelque chose de radioactif, parce que sinon la fumée devient elle-même radioactive, et vous créez un nouveau problème. Ces images déclassifiées révèlent les coulisses de ce chantier gigantesque. L'incinération est abandonnée. Les déchets végétaux sont stockés dans des bidons spécialement fabriqués pour cet usage. Mais il faut aussi s'occuper de la terre, également contaminée.
Le volume concerné est énorme, et déjà les bidons se comptent par milliers. L'état-major américain s'alarme du coût colossal de l'opération et essaie de faire baisser la facture. Les documents sont clairs. Il y a eu des renégociations entre les Espagnols et les Américains sur certaines zones moins faciles à nettoyer pour y laisser une partie de la contamination. Les Espagnols finissent par accepter de réduire leurs exigences sur le niveau de radioactivité tolérable. Et c'est tout le drame de Palomares. En contrepartie, les Américains qui avaient prévu de tout laisser sur place s'engagent à évacuer l'ensemble des déchets vers les États-Unis. Pour l'état-major, c'est une dépense supplémentaire énorme. Mais ce n'est pas tout. Le professeur Moreno a mis la main sur un document qui établit que les Américains ont délibérément triché pour limiter les frais. Nous nous sommes rendus compte que dans certaines zones, ils n'ont fait que camoufler la contamination. Ils l'ont tout simplement enfoui à 1 mètre de profondeur. Ils pensaient que ça ne remonterait jamais. Une fois retournée, la Terre ne fait plus crépiter le compteur Geiger. En surface, elle apparaît saine. Et un certificat de non-contamination est même remis au propriétaire. Mais dès que la parcelle sera de nouveau cultivée, la radioactivité va réapparaître. Une véritable bombe à retardement pour l'avenir. Pour l'heure, c'est la bombe perdue en mer qui inquiète les Espagnols. Elle risque de ruiner la saison touristique, principale source de devises du pays. Le ministre de l'Information et du Tourisme tente alors une opération de communication audacieuse. Y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Peine perdue. La radioactivité reste dans tous les esprits et l'opération est un échec. La plage de Palomares restera déserte cet été-là. Si la bombe fait perdre la tête aux hommes politiques, la jeunesse, elle, préfère s'en moquer sur un air de twist à la mode. No te quieres enterar, no te quieres enterar, que la bomba va a explotar, y vendrás a pedirme y a robarme, que te lleve a París, llevaré, porque me contagiaré, porque tú no haces caso ni le temes a la radioactividad. Mais à Palomares, tout le monde n'a pas le cœur aussi léger. Aux yeux du monde, ses habitants sont devenus des pestiférés, et l'inquiétude se lit sur tous les visages. Le général Wilson décide alors de réunir tous les chefs de famille. Il en appelle à l'unité contre l'adversaire communiste et exalte la belle amitié américano-espagnole. Intimidés, les paysans n'osent même pas poser de questions. La réunion ne clarifie rien. On leur dit seulement qu'il faut obéir aux autorités espagnoles et américaines, qu'ils ne doivent pas aller dans leur champ, mais sans leur donner plus de précision. Sans surprise, la rumeur enfle et l'angoisse de la population grandit d'heure en heure. Après les agriculteurs, ce sont les pêcheurs qui perdent leur unique source de revenus. Parce que les gens ne voulaient plus manger de poisson. Ils disaient qu'il était contaminé. Alors on a dû ranger les bateaux. Et alors, la faim est apparue. La faim avec un F majuscule. Et ces gens, qui étaient totalement pacifiques, se rebellent et marchent vers le camp militaire. Parce que cela faisait déjà plus d'une semaine qu'ils avaient faim, et leurs enfants aussi.
Les militaires réalisent qu'ils ont sous-estimé les conséquences économiques de l'accident pour les villageois. Pour pallier cette perte, les Américains décident alors d'acheter une partie de la production locale et s'en servent pour nourrir la troupe. Et les soldats vont manger des tomates à tous les repas. Dans les jours qui suivent, de petits travaux sont proposés aux villageois les plus démunis, tandis que les soldats, émus par la détresse de la population, organisent une distribution de leurs rations alimentaires. Quelques poignées de dollars ont réussi à ramener la paix à Palomares. Début avril, malgré 80 jours de recherche en mer, la 4e bombe reste introuvable. À Washington, on veut arrêter les frais. L'amiral Guest ordonne aux enquêteurs de réexaminer tous les indices pour s'assurer que rien ne leur a échappé. Et de fait, un témoignage a été négligé. Après l'accident, la police espagnole avait interrogé un pêcheur. Simo Orts, tandis qu'il relevait ses filets au large, a vu tomber au loin un drôle de parachute. Il indique sans hésiter un point précis dans une zone qui n'a pas encore été explorée. C'est la tentative de la dernière chance. Et les sous-marins repartent une nouvelle fois en chasse. Une plongée dans des eaux inconnues qui va se révéler dangereuse. La descente s'effectue le long de la paroi instable d'un canyon, au risque d'ensevelir le submersible. Quand soudain, par 650 mètres de fond, une forme blanche. C'est une toile, un parachute. Et à son extrémité, la bombe. Arrachée aux abysses, elle est déposée sur le pont du navire, apparemment intacte. Elle n'a donc pas contaminé la mer. Après 3 mois de recherche, c'est un formidable exploit technique. Le 8 avril, la Semaine Sainte, il me semble que c'était le Vendredi Saint, on nous a emmenés à Garrucha. On nous a fait monter dans un bateau sans rien nous dire. Et nous avons vu passer un navire devant nous avec la bombe sur le pont. On a pu prendre des photos car il allait très lentement. Puis il a disparu. Cette présentation aux journalistes est la preuve que la mission a bien été accomplie. La presse espagnole, puis internationale, se fait l'écho du succès de la marine américaine. Le travail terminé, les Américains plient bagages, laissant les habitants de Palomares aux prises avec un accident dont ils ne mesurent pas encore toutes les conséquences. 50 ans ont passé. Les enfants de Palomares ont grandi et le village est une station balnéaire en plein essor. Mais une plaie ouverte demeure. Les terrains contaminés, 40 hectares au total, n'ont jamais été réhabilités en dépit des promesses répétées des États-Unis. Chaque fois que je passe là où il y a de la radioactivité, et il y en a beaucoup, j'ai l'impression d'en prendre plein la gueule. Je crois que c'est quelque chose qui ne partira jamais.
On l'absorbe en permanence. J'ai toujours un peu peur. Toujours. Après l'accident de Palomares, la perte de l'autorisation de survol de l'Espagne affaiblit le dispositif de dissuasion de l'US Air Force. Une situation qui préoccupe le président Johnson. Le secrétaire de la Défense, Robert McNamara, veut réduire les missions d'alerte en vol des B-52, trop risquées, trop coûteuses et désastreuses pour l'image des États-Unis. Mais les militaires s'y opposent. Car depuis 20 ans, les bombardiers incarnent la puissance de la force de frappe américaine face aux missiles soviétiques. Pour Léonid Brejnev, le nouvel homme fort du Kremlin, ces missiles, stars du défilé du 1er mai, ont permis aux soviétiques de tenir tête aux États-Unis lors de la crise de Cuba. Ils sont aussi le moteur de la conquête spatiale. Grâce à la puissance et la fiabilité de ces fusées, l'URSS est là encore en avance. Le premier satellite, le premier homme dans l'espace sont communistes. Et en 1967, les Soviétiques lancent un nouveau missile intercontinental capable d'envoyer une charge nucléaire à plus de 10 000 km. Côté américain, on était loin derrière. On avait tout misé sur les bombardiers pour mettre en œuvre nos bombes. L'Amérique rattrape son retard, mais les B-52 restent en première ligne. Curtis LeMay, le chef de l'US Air Force à cette époque, affirmait que cette menace nous obligeait à nous placer dans un état d'alerte bien supérieur, ce qui nous a fait prendre davantage de risques. Mais nous avons fait cela pour renforcer notre capacité de riposte. Et c'est avec des bombardiers et des équipages poussés aux limites de leurs possibilités que l'US Air Force va se concentrer sur une région cruciale pour la sécurité de l'Amérique. D'habitude, la guerre froide est perçue comme un conflit Est-Ouest. Mais quand vous regardez le globe depuis l'Arctique, vous voyez qu'il est au milieu de la plus courte distance entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc, à l'époque des bombardiers à long rayon d'action, l'Arctique était destiné à jouer un rôle primordial. Prévoyants, les États-Unis ont investi le Grand Nord et édifié un gigantesque système d'alerte tout le long de l'Alaska, du Canada et du Groenland. Un réseau de 65 radars répartis sur près de 5000 km. Sur l'île danoise du Groenland, la gigantesque base américaine de Thulé est devenue l'avant-poste du monde occidental, au bord d'un océan libre de glace seulement 2 mois par an. Son radar géant est opéré 24 heures sur 24 par des sentinelles capables de détecter un missile soviétique à plusieurs milliers de kilomètres de distance. On savait que la base pouvait être la cible privilégiée d'une attaque. Si l'Union soviétique avait voulu déclencher une guerre, sa priorité aurait été d'éliminer le radar américain. Le radar est aussi sous la surveillance de bombardiers qui se relaient jour et nuit au-dessus de la base. Une mission secrète baptisée Thulé Monitor, le gardien de Thulé. Il pouvait avertir le commandement aérien stratégique si Thulé était attaqué, si la base n'était plus opérationnelle ou s'il y avait une rupture de communication. Le 21 janvier 1968, le B-52 de garde, armé de 4 bombes nucléaires, effectue inlassablement ses rondes autour de la base par moins 40 degrés. Une partie de l'équipage, au repos quelques heures, se plaint du froid. Le copilote pousse le thermostat.
Mais un incident inimaginable se produit. 3 coussins placés par erreur devant une bouche de chauffage prennent feu. L'odeur de brûlé alerte le pilote, mais l'incendie se propage rapidement. Une épaisse fumée envahit déjà le cockpit. L'avion doit être abandonné et chacun fait ce qu'il peut pour sauver sa vie. Livré à lui-même, le bombardier américain va s'écraser avec ses bombes sur l'océan gelé. Alerte sur la base. Il faut vite retrouver ces hommes qui risquent de mourir de froid. Les Inuits forment une autre équipe, avec à leur tête un civil danois responsable de la logistique, Jens Zinglерsen. On a appris qu'un B-52 transportant des bombes nucléaires s'était écrasé sur la banquise. Il était impossible d'y aller. Un camion de pompiers s'est fait pour rouler sur la route, pas sur la glace. Je suis parti chercher mes chiens et j'ai prévenu mes gars. Je comptais sur le flair de nos chiens pour nous avertir et nous aider à trouver les survivants, même s'ils étaient inconscients. Pendant que le Danois s'élance vers le lieu du crash, les pompiers de Thulé patrouillent autour de la base à la recherche des survivants. Marius Schmidt était leur chef. Nous avons découvert l'un des pilotes. Il était gelé. Son bras était vraiment comme de la glace. Un autre avait une jambe cassée. Mais nous les avons tous trouvés et amenés à l'hôpital. Après 10 heures passées sur la banquise, Jens Zinglерsen est de retour. Il a accompli l'exploit d'atteindre le lieu du crash et se hâte de faire son rapport au général Hunziker en charge de l'accident. Mais il tombe sur une réunion de l'état-major. J'entre dans une salle pleine d'officiers supérieurs. Au milieu, assis, il y a un général à 2 étoiles, à l'air farouche, aux yeux bleus, avec un visage de statue romaine, arrogant. Il me regarde de haut et me dit d'un ton sec, « Ok, étranger, racontez-moi votre histoire. » Je fais mon rapport brièvement et il dit, « Nom de Dieu, je ne crois pas un mot de ce que vous racontez. » Et il se détourne pour discuter avec ses officiers. Ça m'a vraiment énervé. Un sergent s'est approché avec un compteur Geiger. J'ai levé ma botte, il a mis son instrument dessous et ça a fait crrr, crrr. Il s'est tourné vers le général et lui a dit « C'est vrai, il est allé là-bas. » Et alors là, tout d'un coup, l'ambiance a complètement changé. La machine de guerre du commandement aérien stratégique se met en marche. Il est probable que les 4 bombes aient libéré leur radioactivité, 2 fois plus qu'à Palomares, du jamais vu dans l'histoire des accidents nucléaires. L'US Air Force n'est pas du tout préparé à gérer une catastrophe de cette ampleur. Et le président Johnson souhaite à tout prix éviter une crise diplomatique avec le Danemark. L'Espagne avait autorisé l'Air Force à survoler son territoire avec des bombes nucléaires. Alors que le Danemark, qui gouverne le Groenland, n'avait pas donné son accord de survol. Cependant, les dirigeants danois savent qu'ils vont devoir s'entendre avec leurs homologues américains pour gérer la catastrophe. Mais impossible de garder l'accident secret, car des centaines de leurs compatriotes travaillent sur la base.
Pour ne pas renouveler les erreurs de Palomares, une conférence de presse est convoquée en urgence. C'est une première. L'armée américaine est peu familiarisée avec un tel exercice de communication, surtout sur un sujet aussi sensible. Avec son exploit sur la banquise, Jens Zinglers-Zen captive des journalistes venus du monde entier et qui ignorent tout du monde arctique. Le responsable de l'opération, le général Hunziker, en dit, lui, le moins possible. How much is still on the ice? I don't know. I haven't completed our investigation. How that's going to happen? I don't know right now, because I don't know the extent of the contamination. Les journalistes sont frustrés. Un si long voyage pour si peu d'informations. Mais la photographie aérienne de la gigantesque tache noire laissée par le B-52 parle d'elle-même. C'est un monstrueux cocktail de kérosène brûlé et de matières radioactives agglomérées, figées par le gel. Le général Hunziker et ses hommes inspectent cette marée noire pétrifiée et s'étonnent de ne trouver sur la glace que d'infimes débris de l'appareil. L'avion et ses bombes ont frappé la banquise avec une force extrême. L'appareil allait probablement à près de 1100 km/h, bien au-delà de ses capacités. Et il a percuté la glace avec toute sa puissance de destruction. Au contact de la banquise épaisse d'1 mètre, le bombardier s'est désintégré. Quant aux bombes, nul ne sait si elles ont été pulvérisées. Une chose est sûre, certaines se sont ouvertes, puisqu'il y a contamination. Des centaines d'employés de la base sont réquisitionnés pour collecter les débris, éparpillés sur des dizaines de kilomètres carrés du sanctuaire arctique. Ils n'ont pas été avertis du danger de la radioactivité. Ils avaient des compteurs Geiger et ils ont rapidement trouvé des points très chauds. J'ai vu des mesures à plus de 2 millions de coups par minute. Une dose effroyable, bien au-delà du seuil admissible, même pour une brève exposition. Mais plus loin, des fragments plus importants ont été découverts. Appartiennent-ils aux bombes? Les spécialistes doivent les examiner un à un pour déterminer leur fonction et origine. Ils sont à la recherche d'indices tels que les numéros de série inscrits sur chaque pièce. Et c'est ainsi que 3 bombes sont identifiées avec certitude. C'est ce que révèlent des documents déclassifiés. Mais aucune trace de la 4e. Début mars, le maximum de débris a été récupéré. Place au nettoyage. Les experts accordent 2 mois aux engins pour travailler sur la glace avant le dégel. La zone contaminée est soigneusement délimitée. Elle fait 6 km². Une énorme quantité de matière radioactive s'est dispersée. Mais ils ont pu reconstituer le régime des vents pour savoir où cette contamination s'était déposée. Et l'Air Force a entrepris le nettoyage en retirant une épaisseur de glace et de neige de 15 cm. Une quantité énorme. L'équivalent de 600 terrains de football sont rabotés en 60 jours, soit 10 000 tonnes de glace. Jamais un chantier d'une telle envergure n'avait été entrepris dans l'Arctique. La glace contaminée est stockée sur la base dans de vieilles citernes. Comme le temps passe, le soleil monte et ça fond.
Certains réservoirs fuyaient parce qu'ils étaient rouillés. Et la neige contaminée à l'intérieur se transforme en eau. Ça coule à l'extérieur. Il a fallu à 2 ou 3 reprises transférer le contenu d'un réservoir dans un autre. C'est là que les Danois ont pu être contaminés. Les travailleurs particulièrement exposés sont contrôlés chaque jour. Ils nous passaient au compteur Gégère. Ils brûlaient tous nos vêtements. On ne pouvait pas les garder. Ils sont venus à la caserne. Ils m'ont mis des cotons-tiges dans le nez. Qu'est-ce qu'on était bêtes quand ça faisait... on rigolait. On était si ignorants qu'on ne réalisait même pas de quoi il s'agissait. À droite, ici, avec la casquette, c'est moi. Ce sont tous des pompiers danois et des Américains qui posent sur l'escalier de la caserne. Un grand nombre de travailleurs danois a contracté des maladies liées à la radioactivité. Beaucoup sont morts, parfois très jeunes. Ils ont créé une association pour tenter d'être dédommagés. Chacun a reçu du gouvernement danois une compensation forfaitaire de 7 000 €. Côté américain, rien. Aucune indemnité. Le 50e anniversaire de l'accident est attendu sans illusion par les survivants. Qu'est-ce qu'on fera pour les 50 ans? Je crois qu'on ne sera pas plus d'une cinquantaine. On va sûrement bien boire et bien manger. Et puis on arrête. Tout simplement parce qu'on n'en peut plus. Pour nous, les anciens de Tulé, rien que de prononcer le nom de Tulé, ça nous donne la nausée. En 1968, lorsque le lieu de l'accident a été libéré de la glace, les Américains se sont livrés à une opération secrète. En 1968, mobiliser un sous-marin capable de descendre à plus de 200 mètres de fond à Tulé, ils n'auraient jamais fait ça, à moins que ce soit important pour eux. Un document déclassifié de la Commission à l'énergie atomique américaine révèle que l'US Air Force était toujours à la recherche de la 4e bombe. Semaine après semaine, les militaires quadrillent la baie et découvrent avec stupeur qu'un secteur est couvert de milliers de débris métalliques. Les photos prises par le sous-marin permettent de les identifier et de prouver qu'ils proviennent bien du B-52. Des morceaux du fuselage, du train d'atterrissage ont coulé lorsque l'avion s'est écrasé. Alors pourquoi pas la fameuse bombe perdue? La mission doit s'interrompre sans qu'on l'ait retrouvée. Elle ne reprendra jamais. Moi, je pense que la bombe s'est détachée de son berceau dans l'avion, qu'elle a traversé la glace et qu'elle est tombée au fond. Que reste-t-il aujourd'hui dans les eaux de Tulé? Chaque bombe contenait 2 kilos de plutonium. Au fond de la baie de l'Étoile polaire repose peut-être ce cadeau empoisonné de la guerre froide. Tulé est le 30e accident nucléaire américain en moins de 20 ans. Mais face à la menace soviétique, les stratèges militaires insistent pour poursuivre la ronde infernale des B-52. Le président Johnson tranche et décide d'orienter l'US Air Force vers l'utilisation des missiles. Eux aussi causeront leur lot de catastrophes. Il faudra encore 20 années pour mettre fin à la guerre froide. Quant aux bombardiers, ils sont désormais interdits d'alerte en vol. Leur long règne s'achève.
Au printemps 1968, les grandes puissances sont contestées de l'intérieur. Un vent de protestation souffle. Pour l'Union soviétique, c'est un avertissement. L'Empire se lézarde. En Tchécoslovaquie, les chars russes mettent fin à l'espoir soulevé par le printemps de Prague. Mais la soif de démocratie va se propager à l'ensemble des pays du bloc de l'Est. Pour les États-Unis, c'est au Vietnam que leurs certitudes vont s'envoler. Cette guerre de libération, soutenue par le peuple américain, est devenue une guerre impérialiste. Et la défaite s'annonce déjà. Partout, la jeune génération se rebelle contre l'ordre ancien. La guerre froide, mal nécessaire pour ses aînés, est devenue à ses yeux une intolérable menace pour l'humanité. Elle rêve de liberté, d'amour. Ce n'est peut-être qu'une utopie sans lendemain, car les armes nucléaires ont encore de beaux jours devant elles. Mais pour l'heure, la jeunesse veut croire à la paix.